Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux et nombreuses à cette projection de Persona. Un petit mot pour ce soir. Donc, nous allons assister à une introduction avec Amine Zamani qui va interviewer Jérémy Chwazinski, qui nous fait le plaisir d'être là et l'honneur et qui revient tout droit des États-Unis. Ils vont se présenter brièvement juste après. Juste pour vous dire que cette rencontre s'inscrit dans le cycle Bergman et notamment dans la collaboration du Théâtre National et du Cinéma Palace, qui est une collaboration qui existe depuis quelque temps et qui permet aussi de représenter au cinéma des choses qui sont produites théâtralement au Théâtre National. Il y a eu cette année le spectacle après la répétition Persona, qui était une adaptation de l'œuvre de Bergman au théâtre par Ivo Vanov. Il y a aussi le spectacle, l'opéra Fanny Alexander à la Monnaie, je pense jusqu'au 19 décembre, si vous avez l'occasion d'y aller. Voilà, je vous passe la parole à Amine et Jérémy. Et déjà, merci d'être là ce soir pour nous introduire à cette œuvre gigantesque et fascinante qui est l'œuvre d'Ingmar Bergman. Merci beaucoup. Merci beaucoup Virginie et merci donc au Cinéma Palace, à La Pointe et au Théâtre National de nous accueillir pour cette collaboration. Bonsoir, merci à tout le monde d'être là. Et donc moi je suis Amine Zamani, chercheur en art du spectacle. Donc ici je vais interviewer Jérémy Chwazinski, chercheur, en tout cas professeur à l'université UMass Amherst aux États-Unis et chargé de cours à l'ULB en cinéma. Et pour commencer la discussion, j'aimerais poser cette question dans une interview Bergman qui est questionné sur son œuvre à lui. Il dit que si j'ai ajouté quelque chose au cinéma, au langage cinématographique, je l'ai fait dans 2 films, Persona et Cris et chuchotements. Comment, Jérémy, on peut interpréter cette citation, ces paroles de Bergman? Merci Amine. Alors tout d'abord, je dirais que Bergman a probablement ajouté au langage cinématographique dans plus de films, notamment Les Fraises sauvages et bien d'autres, mais il était modeste, parfois un peu faussement modeste. Mais je voudrais demander au public, parce que vous êtes très nombreux ce soir, ce qui fait très plaisir, qui d'entre vous a déjà vu Persona? Levez la main. D'accord, donc moins de la moitié, c'est très bien. Donc d'abord, pour les gens qui n'ont jamais vu, ça va être effectivement une forme de matraquage ou d'illumination, c'est selon. Et pour ceux qui l'ont vu, le voir dans cette version numérique, mais de très très belle qualité, ce sera aussi comme le voir pour la première fois. Et donc je pense que la raison pour laquelle Bergman est tellement fier et pour la raison pour laquelle Persona était tellement important pour lui, elle est multiple. Et c'est comme Cris et chuchotements, ce sont d'abord évidemment des films qui marquent des dates très très importantes dans une époque des années très importantes. En 1965, qui est l'année où il filme le film Persona, et 1972-73, l'année de Cris et chuchotements, ce sont vraiment des années charnières à la fois dans le monde et aussi dans l'histoire du cinéma. Alors, pour Bergman, ce film Persona, maintenant, je ne vais pas parler de Cris et chuchotements, même si en fait les sièges sont beaucoup plus des sièges de Cris et chuchotements que des sièges de Persona, où l'emploi de la couleur est extraordinaire et où Bergman, je parle de Cris et chuchotements, a vraiment utilisé la couleur pour évoquer quelque chose d'une espèce d'intériorité ou d'intestin d'une créature qui le hantait. Et la hantise dans Persona, elle est évidemment là aussi. C'est la hantise de la production, de la projection, de l'identification dans le cinéma. Mais il va vraiment mettre énormément de lui-même dans ce film. C'est vraiment un portrait détourné. C'est évident que c'est une lapalissade. Les films sont tous des portraits en principe de leurs auteurs et a fortiori des films d'auteurs. Mais dans Persona, Bergman a vraiment parlé de lui-même. Il se met en scène quelque part. On va entendre sa voix dans le film, c'est intéressant parce qu'une des actrices, qui est le personnage d'Elisabeth Vogler, jouée par Liv Ullmann, est frappée d'une espèce de mutisme post-traumatique. Donc elle ne parle pas, mais on va entendre une voix, et ce sera la voix de Bergman. Et
et cette actrice, Liv Ullmann, et l'autre actrice principale qui joue Alma, Bibi Andersson, étaient des femmes extrêmement proches de Bergman. Donc, non seulement c'était des actrices fétiches, mais c'était aussi des femmes avec lesquelles il avait partagé des histoires romantiques et dans lesquelles il a injecté de ses propres névroses. Donc, de ce point de vue-là, ce film a une espèce d'authenticité détournée, et c'est un portrait détourné d'une rare puissance. Et ce, au moment où beaucoup de cinéastes font des portraits détournés. Que ce soit Antonioni, bon, évidemment Fellini avec 8,5, Godard, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, c'est fondamental. Le film a une influence fondamentale. Énormément de films qui suivent, notamment dans le cinéma d'auteur. Bon, on pense à Tarkovsky, on pense à Michael Haneke, à Sokurov, etc. Être marqué au fer rouge par la puissance de ce film, qui mélange en quelque sorte le portrait psychologique et le jeu d'acteur pratiquement hyper réaliste avec un expressionnisme dans la mise en scène, dans la référence et la dimension psychanalytique qui est poussée à son paroxysme. Parfois, ça a irrité certains critiques, c'est certain. C'est une espèce de perfection de la photo, du jeu d'actrice. Je dis jeu d'actrice parce que c'est du jeu d'actrice. De la musique, de la manière dont on peut écrire au-delà des conventions scénaristiques. Donc effectivement, il a raison de dire que ce film a été extrêmement important, mais l'élément le plus important, c'est évidemment l'élément dont on va parler maintenant, qui est celui du gros plan. Voilà, donc, mais avant de passer à l'élément essentiel, gros plan, donc vous parlez d'une dimension autobiographique. Mais alors comment cette œuvre, ce film s'inscrit dans son contexte historique, sociopolitique? C'est très gentil de revenir là-dessus, je l'apprécie. Donc effectivement, comme j'ai pu le dire, le film a une dimension autobiographique très importante et tout le cinéma de Bergman peut être lu à l'aune de sa vie, de sa biographie, de ses névroses, de ses peurs. Ok, pas de problème là-dessus. Mais en même temps, les approches autobiographiques ou les approches où on essaie d'expliquer une œuvre vraiment via la vie du cinéaste, c'est problématique à plus d'un égard. Donc en fait, c'est paradoxal parce que si vous allez sur la page Wikipédia du film en anglais, je suis cité dedans en parlant de la dimension autobiographique, du rapport au père, à l'homosexualité, qui sont patents évidemment, mais en fait, je suis un critique marxiste avant tout. Donc l'approche autobiographique, en principe, elle doit être reniée. Et donc pour moi, le film est intéressant parce que c'est véritablement un film qui parle de ce tournant dans les années 60 vers un capitalisme tardif. Ce n'est pas un film qui parle de la lutte ouvrière, ce n'est pas un film qui est explicite dans ses thèmes, mais cette espèce de grande démonstration formelle de ce film, dont j'ai dit que c'est un paroxysme, est vraiment marquée par la stratégie du cinéma européen dit d'auteur ou dit d'art et essai dans les années 60 de se confronter au cinéma américain. Donc, le cinéma européen n'a pas les moyens financiers, même le cinéma français, même le cinéma italien, le cinéma suédois a fortiori, n'a pas les moyens financiers de faire face aux productions à l'américaine. Donc ils vont développer des dispositifs formels tout à fait originaux et remarquables. Donc on voit qu'en fait la mondialisation de la distribution a une influence énorme ici. Mais par ailleurs, Persona, c'est vraiment un film où on peut dire que c'est une espèce de tourbillon interprétatif. Donc vous allez le voir, et je pense que chacun aura son opinion, chacun aura son interprétation. Et ce genre de film, où il y a littéralement des dizaines et des dizaines d'articles et des dizaines de livres qui ont été publiés depuis sa sortie pour expliquer ce que ça veut dire, ça montre une chose, ça montre les limites de l'interprétation théorique. Et par contre, une chose qui échappe à ces limites-là, c'est simplement de voir le film comme une superstructure et que la base, c'est vraiment le tournant du capitalisme tardif, avec toutes les dérives que nous observons surtout depuis les années 80, mais enfin ça commence vraiment dans les années 60, et de voir en fait ce film comme étant un film sur la différence de classe entre une femme de la grande bourgeoisie et une femme de la classe moyenne. Et ce rapport de classe, il est partout, là, vous le voyez, le film, ça parle que de ça, ça parle de quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre, alors il se développe une relation un peu interlope entre les deux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, évidemment? Ça parle de l'angoisse, évidemment, de ce pays, même un pays aussi sociodémocratique que la Suède, envers les tremblements et les stupeurs du capitalisme. Donc ça, je pensais que c'était très important de le signaler. Et pour le gros plan, vous qui avez vu Persona, et vous qui allez voir Persona, vous allez voir un emploi du gros plan absolument époustouflant,
avec des expériences, notamment, vous allez voir, si vous n'avez jamais vu, de fusion de visages qui sont très, très, très intéressantes sur le plan phénoménologique. Mais ce visage, c'est quoi finalement? C'est ce plan de visage, ce gros plan, c'est nous, hein, c'est le cinéma en tant que miroir. Et c'est ça que Bergman a voulu faire. Il a voulu se confronter lui-même, parce que je dis c'est un portrait détourné, c'est un regard dans un miroir peut-être à 100 teints, mais c'est aussi nous qui sommes confrontés à nous-mêmes. Et dans ce sens-là, le fait que le film utilise tellement de gros plans est d'autant plus affectif, d'autant plus puissant, d'autant plus important. Et Gilles Deleuze, le grand critique et philosophe français qui a écrit sur Bergman dans ses livres sur le cinéma, il disait voilà, le gros plan, peu importe le gros plan c'est toujours un visage. Donc ce film, en fait, c'est vraiment un double fond, parce qu'on voit des visages en gros plan au cinéma, mais ils sont très frontaux, mais en fait ça nous montre aussi quelque chose d'autre. Et ce que ça fait, c'est que ces gros plans de visage deviennent des masques. Ce sont des masques sous lesquels se cache peut-être Bergman, se cache peut-être nous, le spectateur. C'est une des pistes de la séquence mémorable d'introduction du film. Donc justement, vous avez parlé de la séquence, donc la première séquence du film. Ça me fait penser aussi, en dehors de tout ce qu'on vient de dire, tout ce que vous venez d'expliquer, ce film, c'est aussi une méta-réflexion sur le cinéma. Parce qu'on va voir, ceux qui ont déjà vu, ils s'en souviennent, mais voilà, vous allez voir qu'il y a aussi une référence très, très claire, très explicite au cinéma en tant que moyen de représentation. Et que ce soit au début ou à la fin du film, comment est-ce qu'on peut voir encore, pour revenir au propos de Bergman que j'ai cité au début, qu'est-ce qu'il a révolutionné dans le langage cinématographique? Et il essaye de nous faire voir ça dans le film. Voilà, ce film, en dehors de ça, porte sur le cinéma en tant que langage. Il y a l'influence, on peut dire, de défamiliarisation, que ce soit l'héritage brechtien ou l'héritage du formalisme russe, des avant-gardes. Le film commence en mettant en scène sa propre projection. Le film intègre un plan dans lequel le film était évidemment projeté en pellicule avant. Maintenant, on va le regarder en numérique, mais c'était un film évidemment tourné en pellicule. On voit la dissolution de la matière même de la pellicule. Et la scène finale où un travelling nous rappelle cette dimension. La réflexivité, donc l'idée de l'art miroir, l'idée de l'art parlant de l'art, finalement, c'est très développé dans le cinéma européen des années 60. Je pense que c'est une des stratégies qui a été développée pour faire autrement que le cinéma hollywoodien, qui était plus obsédé par ne pas casser l'illusion, obsédé par faire rentrer le spectateur dans un univers, un rêve ou un cauchemar, pareil finalement au néolibéralisme américain. Mais pour moi, et je reprends Deleuze, des films sur le cinéma, c'est toujours des films sur l'argent. Et on sait que ce film, à l'origine, quand le producteur a vu le plan de travail, il dit voilà, c'est une histoire avec deux femmes qui se parlent. Bon, je dis ok, ça ne va pas me coûter très cher. Et puis ils ont tourné en studio, ça s'est pas bien passé. Ils ont été sur l'île Faro, l'île de Bergman, ça s'est beaucoup mieux passé. Mais ils ont dépassé le budget. L'Institut cinématographique suédois a dû donner de l'argent, soit 2 millions de couronnes. Après le film. Évidemment, plus tard, il a eu un relatif succès, en tout cas un succès d'estime dans le monde entier. Et puis depuis lors, évidemment, ça devient des grands classiques. Mais je crois qu'à chaque fois, que ce soit Fellini ou Bergman ou Godard, à chaque fois qu'ils font ces films sur le film, c'est vraiment parce qu'il y a cette pression et qu'il faut parler du cinéma en tant que quelque chose qui coûte vraiment très, très, très cher. Donc, je suis désolé d'être prosaïque comme ça, mais pour moi, c'est l'explication la plus probante et la plus simple. D'accord, merci beaucoup. Et je crois qu'on va passer à la projection et voilà, on vous souhaite une bonne projection. Merci Amine.